Bien, il va être 19h, je vois qu'on est tous présents, donc je vais pouvoir faire l'appel. Bonsoir à toutes et à tous, donc je suis présent. Nathalie Lecordier. Jean-Marc Chevalier est absent, excusé. Françoise Lacaille-Lenné. Olivier Marical. Jocelyne Brochard donne pouvoir à Olivier Marical. Christophe Barré est absent, excusé. Donne pouvoir à Françoise Lacaille-Lenné. Marie Chaillet. Xavier Auguel. Marie-France Fouchard. Isabelle Bergenot. Patrice Renaud. Philippe Jouet. Catherine Recher. Laetitia Hers. Jean-Luc Delceau. Fatima Bouchama. Céline Secaille. Quentin Bousse. Antoine Ojeda. Thomas Delaunay. Annick Bonneau. Monique Dubec. Jean-Christophe Châtelain. Gilles Thomas. Aude Eragne. Baptiste Boulan. Pascal Guillouet. Et Véronique Michaud. Et je vais avoir l'occasion de la présenter tout à l'heure. Donc nous sommes presque au complet pour pouvoir délibérer ce soir. Donc merci encore une fois, ce début juillet, d'être présent à ce conseil municipal. Alors comme chaque conseil, il nous faut désigner notre secrétaire de séance. Je crois que c'est Céline qui y était la dernière fois. Donc je vais proposer que Thomas puisse être une sorte de binôme. Donc Thomas Delaunay m'a dit oui. Donc je l'ai vu opiner du chef. Il n'a pas dit non. Donc je vais quand même le soumettre. Donc il voit un inconvénient, qui s'abstient donc à l'unanimité en plus, Thomas. Alors vous avez normalement reçu le dernier procès-verbal du conseil municipal du 5 mai dernier. Est-ce que cela appelle de votre part des questions, des remarques ou commentaires? Annick Bonneau, oui. Moi j'aurais bien aimé voir noter que je regrettais que des bonnes décisions en matière de production énergétique renouvelable n'aient pas été effectuées lors des travaux des bâtiments ici sur les mandats précédents. Je regrettais que lorsque la branche avait été refaite, il n'y ait pas eu de panneaux photovoltaïques installés dessus. C'était dans le cadre de quelle délibération précisément? J'ai pas noté la délibération. En fait, c'était dans le cadre du compte administratif, peut-être, non? C'est plutôt à ce moment-là que vous l'avez annoncé. Vous vous souvenez plus? Oui, si, non, c'était au niveau des travaux d'économie d'énergie qu'on demandait pour les mandats futurs. Moi, je regrettais qu'on n'ait pas utilisé cette procédure dans les mandats précédents. C'était au dernier alors conseil que municipal. Parce qu'en oui, règle générale, les propos sont repris, sont enregistrés, vous voyez, devant moi. Donc, il n'y avait pas cette partie-là. Donc, à voir. C'est pas d'une manière générale, son intervention était sur la branche et non pas sur. Parce que la façon dont tu en parles, on pourrait penser que sur les 20 dernières années, rien n'a été fait. Là, énergie renouvelable, non, c'est le cas. Hein. Non, mais j'avais insisté sur le fait que quand la grange avait été refaite, là, il n'y avait pas eu de photovoltaïque dessus et que ça aurait permis peut-être d'avoir un peu d'économie au niveau des frais d'utilisation de l'énergie. Merci, Patrice. Bon, on va rechercher dans quelle partie on va pouvoir insérer une intervention. Il faudrait qu'on retrouve dans quel contexte on puisse le retrouver. Bon, en même temps, vous aurez l'occasion à d'autres moments de réinsister sur ce point, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est difficile de le repositionner quand on n'a pas la délibération attenante. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou remarques? Pas particulièrement, donc je vais mettre aux voix ce procès-verbal, donc qui est contre, qui s'abstient. Donc il est adopté à l'unanimité. Vous avez reçu la note de synthèse pour ce conseil municipal et vous avez eu en information donc l'ensemble des décisions également qui ont été prises dans le cadre de la délégation du conseil au maire. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ces décisions? S'il n'y en a pas, je passe donc aux délibérations. Ah, donc Baptiste Boulan. Sur la décision pour des commandes d'études géotechniques dans le cadre du projet de salle multi-usage.
Ouais, je voulais revenir sur cette décision, sur cette dépense et sur le projet plus globalement de salle multi-usage. J'ai participé à la commission de finances qui préparait ce conseil municipal, au cours de laquelle il a été évoqué, bien sûr, les surcoûts énergétiques qui se profilent devant nous. Donc les services ont estimé le surcoût qui serait de près de 450 000 euros, et avec un besoin à rajouter au budget, à trouver au budget, je dirais, en septembre par une décision modificative, de 350 000 euros. Donc effectivement, il va falloir trouver cette somme, comme tout à chacun. Tous les ménages biorélais vont avoir à souffrir de ces augmentations qui passent un petit peu inaperçues en période estivale, mais qui vont les impacter de plein fouet à la rentrée et avec le retour de l'hiver. C'est juste pour vous évoquer la piste de réorientation des fonds qui a été évoquée aux commissions finances, qui serait les travaux d'économie d'énergie de l'école Coty. Alors aujourd'hui, on se retrouve face à un surcoût énergétique, et on irait chercher, pour payer ces dépenses de fonctionnement, des travaux d'investissement en matière d'économie d'énergie dans une école. Donc un bâtiment extrêmement utilisé, assez énergivore. Donc voilà, ça reste du niveau du projet. Dans une commission finance, tout est envisageable. Monsieur Marical n'avait ni fermé ni ouvert aucune piste. Donc voilà, moi vraiment j'insiste sur le fait que, pour reprendre un peu ce qu'a dit Annick, on a un projet structurant, et on était félicité au moment du vote du BP sur des travaux d'économie d'énergie d'ensemble sur une école. J'aimerais que ces travaux ne passent pas à la trappe pour payer justement les conséquences des surcoûts énergétiques, sachant qu'aujourd'hui encore ces travaux sont très bien subventionnés, et en plus ils sont adossés à des travaux de mise aux normes accessibilité qu'il ne faut pas non plus négliger. Donc il y a eu au niveau du BP un peu de saupoudrage, parce qu'on essaie de faire un plaisir à tout le monde, et c'est normal, c'est plutôt positif. Mais effectivement, je demanderai, si possible, à la commission finance, donc à moi-même, d'essayer de faire l'effort, et puis bien sûr les services, d'aller fouiller dans toutes les petites lignes qui n'ont pas encore été dépensées, pour pouvoir payer les factures énergétiques, mais sans toucher à ce projet d'école Coty. Voilà, c'était des choses qui ont été évoquées en commission finance. Donc voilà, je pense que la raison l'emportera. Merci. Bon, vous avez effectivement saisi l'occasion de cette décision qui n'est pas du même montant, on est d'accord sur ce point-là, mais sur un projet d'investissement de la ville sur lequel nous nous étions engagés en début de mandature, mais qui n'est pour l'instant en tout cas pas budgété. Donc on ne peut pas dire qu'on ferait cet investissement au détriment de d'autres, puisque pour l'instant il n'y a pas cette inscription dans le budget de la commune qui nous permettrait effectivement de dire qu'il y a des choix d'investissement à faire, et que nous aurions choisi cet investissement plutôt que la performance énergétique de l'existant, c'est-à-dire des écoles. Donc c'est bien rappeler que cet investissement-là de la salle n'est pas inscrit dans le budget aujourd'hui. Donc il ne peut pas faire l'objet effectivement d'un arbitrage quelconque. Le deuxième point, effectivement, vous avez cité quelques chiffres. On aura l'occasion, et Olivier Marical pourra nous le dire, de dire qu'effectivement la ville est très impactée sur la facture énergétique, comme l'ensemble des communes de France, comme l'ensemble des EPCI, comme l'ensemble des collectivités territoriales. C'est un peu différent pour les habitants, puisqu'il y a une sorte de bouclier bouclier énergétique qui permet ainsi quand même de maîtriser les factures, même si à terme on peut imaginer qu'elles augmenteront quoi qu'il arrive. Mais ça n'est pas le cas en tout cas des communes, c'est quelque chose que nous réclamons à l'État, de pouvoir aussi créer ce type de bouclier pour les collectivités locales que nous sommes. Je sais que France Urbaine, je sais que l'Association des maires de France interpelle le nouveau gouvernement sur cette question-là, parce que l'on voit nos factures augmenter non pas de 3-4% ou de 10%, mais de 70% sur les factures de gaz et d'électricité. Donc il y a bien évidemment cette nécessité pour équilibrer notre budget. Nous ne sommes pas comme l'État qui peut emprunter pour son fonctionnement. Je rappelle que c'est interdit évidemment pour nous, et c'est tant mieux, eh bien, de faire un arbitrage. Il faudra bien trouver
quand même, c'est 450 000 euros pour payer nos factures énergétiques. Alors il faudra bien prendre des décisions que nous ne ferons pas de gaieté de cœur, parce que si nous avons inscrit des investissements, c'est plutôt pour les réaliser, ça n'est pas pour les reporter. Donc il faudra que nous trouvions, en tout cas dans notre budget, la possibilité de financer l'ensemble de cette facture pour pouvoir simplement équilibrer notre budget que nous n'avons pas voté en début d'année puisque nous ne connaissions pas l'évolution du contexte énergétique. Autre point également, c'est de dire que si nous aurons cette obligation, pour équilibrer le budget, de regarder sur la section investissement, il ne faudra pas pour autant dire que nous supprimerons des investissements. Il faudra plutôt dire nous décalerons des investissements. C'est-à-dire que ce n'est pas pour autant que nous dirons cet investissement-là, on ne peut pas le réaliser puisqu'il nous faut payer notre facture énergétique, qu'on mettra une croix dessus. Il faudra simplement décaler dans le temps. Alors bien sûr, ça n'est pas quelque chose de très agréable, mais il faudra simplement décaler des investissements que nous aurions prévus sur cet exercice budgétaire ou sur le suivant. Donc ces reports-là devront bien évidemment réapparaître dans le budget de l'année de l'exercice suivant pour justement démontrer qu'ils ne sont pas supprimés mais simplement reportés. Voilà, c'est le travail que nous aurons à faire. La commission finances aura y travaillé pour faire des propositions ici au conseil municipal. Donc c'est évidemment quelque chose qui sera compliqué. Vous l'avez dit vous-même, ça c'est sur la partie, parce que 350 000 euros, ça ne se trouve pas si facilement que cela dans le budget de fonctionnement. Mais malgré tout, il faut tenter de trouver des pistes d'économie dans notre budget de fonctionnement, mais sans pour autant, je le dis aussi, toucher à la qualité des services publics. Donc c'est ça qui est compliqué, en fait. Parce qu'on peut toujours faire des économies si on supprime un service public. À l'extrême, on pourrait supprimer la restauration scolaire, on pourrait supprimer la crèche. À l'extrême, on pourrait supprimer un certain nombre de services qui sont très importants pour nos familles. Et bien évidemment que nous ne souhaitons pas le faire politiquement. Donc ça signifie que les économies sur le fonctionnement, elles seront très difficiles à obtenir. Donc nous avons vraiment une réflexion de fond et une gestion la plus rigoureuse possible à adopter. Donc voilà le travail que nous avons à faire dans les semaines qui viennent pour à la fois avoir un budget équilibré et se garder malgré tout une capacité d'autofinancement qui nous permettrait de réaliser nos investissements. Et puis enfin, le dernier point que je veux vous citer, puisqu'Annick Bonneau a fait un commentaire tout à l'heure sur le procès-verbal, je suis évidemment, parce que je le dis à chaque débat d'orientation budgétaire en phase avec ce que vous avez dit, il faut des investissements dits vertueux, c'est-à-dire des investissements qui nous permettent de diminuer nos charges de fonctionnement. Et quels sont ces investissements qui permettent de diminuer les charges de fonctionnement ? Ce sont ceux, justement, qui améliorent la performance énergétique des bâtiments. Ça nous permettrait peut-être de mieux maîtriser notre facture, même si on la voit augmenter de manière exponentielle. Donc, ces investissements-là doivent être prioritaires. J'ai toujours dit, c'est ce que nous disons au moment du débat d'orientation budgétaire, investissement d'accessibilité, investissement de lutte contre le réchauffement climatique, donc de performance énergétique, et puis seulement après, enfin les investissements de sécurité, et puis enfin seulement après les investissements dits de confort. Donc c'est la manière dont il faudra évidemment continuer à hiérarchiser l'ensemble de nos investissements. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie-là. Oui, Monsieur Châtelain. Oui, je voulais simplement faire 2 commentaires sur l'organisation du concert de vendredi et sur la demande de subvention au FIPD. Sur le concert, je crois que tout le monde s'accorde à dire que c'était une réussite, tant d'un point de vue de l'organisation que de la prestation. Mais on vient de parler là d'économie. C'est un budget conséquent, très conséquent. Et si on doit répéter l'exercice l'année prochaine, puisqu'on rentre dans une démarche un peu vertueuse là, par rapport aux économies, à tous les niveaux de l'État, il va falloir effectivement peut-être envisager de faire cette prestation avec nos moyens propres. On a des compétences, donc il faut peut-être envisager une autre organisation que de déléguer peut-être à des organismes
avec des factures importantes cette organisation de concerts. Donc voilà, concert extrêmement intéressant. Tous ceux que j'ai croisés ont vraiment applaudi et ont apprécié. Les jeunes étaient très très satisfaits, très très contents de cela. Mais peut-être cette question des économiques est à avoir en tête. La deuxième remarque concernant la demande de subvention au FIPD, j'avais déjà posé la question lors d'un précédent conseil pour connaître le périmètre de cette vidéoprotection. Là, on n'a toujours pas cette mention, à moins que j'ai mal lu le texte. Donc, moi, j'aimerais bien savoir où va être implantée cette zone. Si cette information était un peu trop sensible pour qu'il y ait une publicité et qu'on puisse en débattre comme ça de manière publique, on pourrait peut-être éventuellement transmettre l'information par mail à tous les conseillers municipaux. Voilà les 2 remarques que je voulais faire. Merci. Merci pour ces 2 remarques. Sur la première, je vais laisser la parole à Marie Chaillet. D'abord, oui, effectivement, c'était une très belle réussite. Je remercie, j'en profite pour remercier ceux qui sont là, qui ont été présents, qui nous ont aidés. Oui, c'est un budget, alors je vais vous dire le budget, hein, on n'a pas atteint les 20 000 euros. Mais oui, c'est un budget. Enfin, c'était une scène en plein air, c'était une grande scène, on a à peu près 1500 à 1700 personnes qui sont passées, toutes les tranches d'âge, parce qu'on avait des très jeunes, on avait des familles, on avait des anciens. Voilà, les anciens sont partis, j'en ai vu partir assez tard. Alors, on a déjà réfléchi pour l'année prochaine pour trouver des sponsors, comme on avait déjà prévu pour les autres pop-rock qu'on avait fait. Donc, c'est déjà dans les tuyaux, on en parle. Pour faire ce genre de manifestation, on a besoin d'extérieur. La scène, il faut bien qu'on la trouve quelque part. Le son, la lumière, ce sont des professionnels qui peuvent faire ça. C'est pas nous, en interne, qui pouvons faire ça. Donc, voilà. Après, les artistes, il faut aussi les payer. Je suis désolé. Je pense que pour avoir drainé tout ce monde de 18h30 à 0h15, 20 000 euros, bon, c'est quand même pas extraordinaire. Et je vous dis, l'année prochaine, on fera mieux parce qu'on a déjà réfléchi à ça dans la commission. On va trouver des sponsors. Je vous invite d'ailleurs si vous avez des sponsors qui peuvent nous aider, je vous invite tout de suite à commencer vos recherches. Mais voilà, moi je suis satisfaite, j'ai eu que des bons retours. Tout le monde était content. Je remercie aussi les services techniques, les services de la ville, la com et tout le monde. Moi j'ai réussi à fédérer dans les bénévoles les élus du personnel municipal et des gens d'associations extérieures qui sont venus. Bon voilà, moi je trouve que c'est une réussite et je me félicite. Voilà. Voilà, c'est vrai que il faut rappeler un peu le contexte. Pourquoi est-ce qu'on avait inscrit cette somme au départ? On sortait de la crise sanitaire. Et donc, beaucoup d'associations avaient cessé leur activité. Le lien social était un peu plus distendu. Donc, on s'était dit, il faut mettre le paquet pour repartir, montrer qu'à nouveau, on recrée du lien social, que les gens peuvent ressortir de chez eux, on peut faire la fête à nouveau, etc. Donc, on avait inscrit, c'est vrai, de cette somme de 20 000 euros. Maryse a su évidemment l'utiliser et puis on a donc fait ce beau concert qui était intergénérationnel, qui a amené du monde, beaucoup de biorelais, qu'on a voulu sécuriser parce que c'était une première fois aussi, donc il fallait pas savoir, on savait pas trop où on allait, donc c'était important aussi d'y mettre les moyens d'une certaine manière. Et puis c'est vrai qu'il y a une partie qu'on peut internaliser, puis une partie qu'on est obligé d'externaliser parce qu'on n'a pas la compétence ici dans la municipalité. Donc voilà, il y avait ce budget qui avait été inscrit, mais vous l'avez dit, il va falloir faire des économies l'année prochaine. Donc on ne peut pas imaginer, je pense, y mettre la même somme et puis de se dire on repart sur le même schéma. Donc ça, c'est une quasi-certitude. En revanche, Maryse l'a bien précisé aussi, on doit pouvoir, maintenant que la première édition a montré un certain succès, obtenir un certain nombre de partenaires. Donc si déjà on pouvait diminuer de 50% déjà la somme et puis que 50% soit pris en charge par le privé, je dirais, par des partenaires privés. Bon, il y avait le vendeur de bière, par exemple, qui m'a dit, moi cette année, je suis venu un peu voir, l'année prochaine, je veux bien être partenaire.
Bon. Donc si on en trouve 10 à 1 000 euros, on trouve déjà 10 000 euros. Bon. Donc voilà, donc, en tout cas, on ne pourra pas continuer, c'est sûr, l'année prochaine dans les mêmes conditions d'un point de vue budgétaire. On a le souhait de continuer parce qu'on a vu que c'était un succès auprès de nos familles. Ils sont tous venus nous remercier et nous féliciter de cette initiative. Donc il faut la continuer. Mais évidemment, il faudra trouver des partenaires externes, peut-être même des collectivités territoriales qui pourront aussi nous aider. Bref, il faudra de toute façon trouver les moyens de diminuer pour notre commune l'impact budgétaire. Sur le deuxième point que vous avez cité, donc sur la vidéoprotection, je dirais qu'il y a eu sûrement une omission à un moment, puisqu'effectivement, on n'avait pas reçu les informations. Ça n'est pas pour une question, je le dis, de confidentialité ou de manque de confiance ou de défiance, tout simplement. Mais du coup, je m'engage, et les services sont présents également, à ce que nous fassions cette communication dans les semaines qui viennent, quoi. Donc, voilà, sur ce point-là. C'est une omission. Et je m'en excuse. Voilà sur les différentes décisions. Oui, monsieur Thomas, Gilles Thomas. Oui, donc dans une décision, il est question d'un vide rencontré sur un forage. Je crois que le micro ne marche pas, peut-être si. Si ça fonctionne, bon. Oui, c'est bon. Pardon. Il est question d'un vide rencontré sur un forage. Je voulais juste être sûr que c'était le même dont on avait parlé, ou savoir où il était situé. Oui, effectivement, c'est un certain nombre de forages ont été réalisés au Chapitre, du côté de la rue de la Mésange et à l'entrée du parc du Chapitre. Effectivement, ces sondages ont démontré qu'il y avait un vide à un certain endroit. Et donc, il fallait continuer quelques forages. Et donc, des forages en complément ont été donc programmés. Et il faut savoir que puisque nous sommes sur la partie voirie, la métropole est prête aussi à s'y investir. Elle prendra évidemment sur notre enveloppe de la voirie pour payer éventuellement ces compléments de sondage. Mais en tout cas, la volonté de la ville, c'est bien d'aller jusqu'au bout, puisque maintenant on a commencé, autant aller jusqu'au bout et d'évaluer quel est ce vide qui a pu se constituer. Est-ce réellement une marnière ? On peut le penser. En tout cas, si on l'a véritablement trouvé, ça permettra aussi de diminuer le périmètre de présomption de marnière qui est quand même à cet endroit assez élevé. Donc c'est effectivement le même, pour répondre à la question. Avez-vous d'autres questions ou d'autres remarques sur les décisions ? S'il n'y en a pas, je passe donc aux délibérations. Alors je l'ai cité tout à l'heure, puisqu'elle nous a dit qu'elle était présente. Donc nous allons installer une nouvelle conseillère municipale. Laurent Capon, conseiller municipal, m'a présenté sa démission de poste de conseiller municipal le 11 mai dernier, donc par un courrier qui a été transmis à monsieur le préfet, l'informant donc de cette démission. Nous avons ensuite, dans l'ordre de la liste, demandé à monsieur Antoine Hudin, qui est inscrit donc sur notre liste, qui a été sollicité par un courrier le 12 mai dernier, qui n'a pas souhaité siéger. Nous avons une discussion et vu son travail de directeur général des services dans une autre ville plus importante, il n'a pas trouvé le temps, en tout cas, de venir siéger avec nous. Et donc, c'est madame Véronique Michaud, venant immédiatement après monsieur Hudin, qui a donc été sollicitée et qui a accepté cette mission. Et donc, je vous propose d'installer Véronique Michaud comme conseillère municipale à compter de ce jour, de modifier évidemment aussi notre tableau des commissions et le tableau du conseil municipal qui ont été joints à la note de synthèse que vous avez reçue pour intégrer donc Véronique dans l'ensemble des commissions. Donc je lui souhaite évidemment en votre nom et en mon nom propre la bienvenue. Elle connaît bien l'organisation des collectivités et de la nôtre en particulier. Donc elle va très vite se mettre dans le bain. Et puis, c'est une biorelaise aussi qui est bien ancrée chez nous. Et donc, je ne doute pas qu'elle saura évidemment, avec nous, participer à l'ensemble de nos activités. Donc, bienvenue, Véronique. Je vais quand même mettre aux voix. Donc, qui est contre non, il n'y a pas à voter, là, en fait. Si, il faut voter quand même. C'est une prise d'acte. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Ah, pardon. Je dis Annick ne veut pas. Annick Bonneau, oui. Donc, elle nous quitte dans l'organisation du CCAS, puisqu'elle était représentante d'associative, l'association donc CCAS. Alors du coup, puisque Véronique était une personne qualifiée et qu'elle devient élue, donc évidemment, elle démissionne du conseil d'administration. Je me tourne vers Isabelle Bergenot. Mais nous avons déjà trouvé quelqu'un d'autre.
qui est un ancien conseiller municipal qui a beaucoup de connaissances et à la fois du terrain, qui a déjà été membre du CCAS et qui accepte de revenir aujourd'hui. Donc voilà, donc on retrouvera... Voilà pour cette question. Le deuxième point concerne le tableau des effectifs. Vous savez que régulièrement dans notre conseil municipal, on vous communique l'ensemble des... Voilà, donc vous avez un certain nombre de... Vous l'avez eu dans la note de synthèse. Bon, ce sont quelques changements techniques notamment. Donc je ne pense pas que ça appelle de remarques. Si, Annick Bonneau. Juste une question. J'ai vu que vous aviez... Oui. Oui. Donc vous avez créé un poste d'éducateur des activités physiques et sportives. Le poste, il est créé à partir du 1er juillet. Quelle va être son occupation pendant la période d'été, puisque théoriquement cet animateur doit servir à faire de l'animation dans les écoles et les collèges. Je suppose que cette personne a déjà des tâches pour cet été. Oui, il y a des tâches importantes pour préparer la rentrée à venir. En l'absence du directeur des sports, d'abord elle part en colonie, on va le voir ensuite dans la délibération, mais surtout aussi on a les réunions de planning de salle, je me tourne vers Céline notamment, qui va y participer. On sait qu'il faut préparer la rentrée à venir, donc elle sera d'un apport important dans l'administration pour préparer la rentrée sportive et scolaire à venir. Donc ça nous semblait important d'anticiper sa venue, en l'absence évidemment du directeur des sports. Voilà, je vais mettre aux voix donc ces modifications de tableau, donc qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Ensuite, justement, pour parler du centre d'accueil collectif pour mineurs avec hébergement, je me tourne vers Xavier Auguel. L'année dernière, vous vous souvenez, nous avions souhaité organiser donc ce centre d'accueil collectif, qu'on appelait autrefois les colonies, pour un certain nombre de jeunes de la commune qui ne seraient pas appelés à partir en vacances estivales avec leurs parents, pour qu'ils puissent au moins avoir quelque chose à raconter à l'issue des vacances au moment de la rentrée, et puis pour les occuper aussi et leur permettre de réaliser un certain nombre d'activités. Donc l'année dernière, les choses se sont très bien passées, les familles étaient très heureuses, les enfants aussi. Et donc il vous est proposé cette année de relancer à nouveau ce centre d'accueil collectif. Et donc il nous faut évidemment recruter l'encadrement qui va avec. Donc c'est 28 adolescents qui devront être encadrés par un directeur adjoint, 3 animateurs, pour respecter bien évidemment la législation en la matière. Les missions des animateurs consisteront à la fois à organiser et à mettre en œuvre les activités sur place. Donc ils ont préparé tout un projet pour les enfants, à gérer évidemment aussi la vie quotidienne, donc c'est pas toujours simple avec les ados pendant le séjour, ainsi qu'à encadrer évidemment les groupes. Voilà, je ne sais pas si Xavier Auguel veut rajouter quelque chose, si j'ai tout dit. Voilà, avez-vous des questions et des remarques? Madame Dubec. Le camp est-il complet? Ça marche ça? Oui, ça marche, pardon. Alors, allume le camp est complet maintenant? Oui. Oui, parce qu'à la dernière commission, il y avait eu effectivement... La colonie était complète, il y a eu quelques désistements et, oui. On a complété de nouveau, il n'y a pas de souci. Donc nous partirons à Saint-Vincent-le-Fort. D'accord. Et ces désistements, si je me souviens bien, c'était des enfants qui ne savaient pas nager. Voilà, tout à fait. Ils se sont inscrits... Donc sans transition. Mais on en avait parlé déjà en commission, Madame Dubec. Non, mais sérieusement, par rapport à ces enfants, là, il y en a 3 sur 28. C'est déjà beaucoup. Je suppose qu'il y en a bien d'autres qui ne savent pas nager sur la commune. Et qui passent à travers les mailles, évidemment. Et donc, de plus, les élèves des écoles vont actuellement à la Eurocéane, évidemment. Et donc, sur le temps scolaire, je reviens sur les séances de natation pour les élèves. Et donc, du coup, la piscine Eurocéane doit fermer ses portes pour travaux, elle aussi, mais elle rouvre.
Enfin, normalement. Elle ferme le 23 décembre, enfin, voilà, pendant 9 mois. Donc, comment va-t-on faire pour que les élèves puissent avoir cette possibilité de pouvoir nager? Je rappelle que savoir nager, c'est quand même une des compétences exigibles de l'éducation nationale. Bon. Et donc, ça me permet encore une fois d'insister, c'est par rapport à notre propre équipement. Et c'est vrai que par rapport à ce propre équipement, la Transat, ça serait bien que ça bouge un peu, parce que a priori, il n'y a pas de souci pour faire les travaux, puisqu'il y aura par ailleurs des aides qui permettront de compléter. Donc, a priori, le problème n'est pas par rapport à ça. Le problème est par rapport aux charges. A priori aussi, il y a quand même 3 communes, enfin 2 sûres, puis une qui réfléchit encore visiblement, mais c'est par rapport aux charges. Est-ce que l'on peut, justement, bien que nous sommes dans une situation compliquée actuellement, du fait des augmentations pour le chauffage, entre autres. Il se trouve quand même que la Transat, elle, est branchée sur le réseau de chaleur. Donc le réseau de chaleur, non, pas encore. Pas encore, mais elle sera branchée. Elle pourrait l'être sur le réseau de chaleur. Du coup, les dépenses d'énergie pour chauffer la piscine seraient moindres. Ne peut-on non plus réfléchir sur diminuer encore les travaux qui étaient prévus? Par exemple, on pourrait peut-être garder uniquement le petit et le grand bassin, ce qui permettrait effectivement une dimension plus petite et donc moins de chauffage, etc., quitte après à agrandir si, évidemment, les finances le permettent. Bon. Il y aura aussi beaucoup d'enfants qui vont, non seulement les enfants vont occuper ce lieu, mais aussi les Biorélais, les Bois-Guillaumais, enfin bref, qui le demandent vraiment. À chaque réunion, on entend parler de cet équipement. Alors, bon, je voulais juste insister là-dessus. Et surtout, maintenant, on arrive à une situation où les enfants ne savent plus nager. Bon, là, ça commence à devenir quand même très embêtant. Voilà. Merci pour ce discours récurrent qu'on connaît donc par cœur. J'aurais 3 types de réponses à vous dire. D'abord, hier soir, nous avions le Conseil de la métropole. Donc nous avons notamment ensemble, à l'unanimité d'ailleurs, voté la politique sportive de la métropole. L'aide, notamment pour la pratique du sport au féminin, pour le sport handicap, etc. Donc j'ai pu intervenir, vous pourriez écouter l'intervention que j'ai faite hier, pour dire que je suis désolé que la métropole ne reprenne pas en gestion l'ensemble des équipements nautiques. C'est un choix politique qui n'est pas le mien. Et je le regrette fortement. Je pense que ces équipements de piscine devraient être gérés par l'intercommunalité. Bon, voilà, c'est pas le choix politique qui a été fait, et c'est tout à fait regrettable. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est à la métropole de reprendre ce type d'équipement en ce qui me concerne. Mais puisqu'elle ne le fait pas, j'ai insisté auprès du vice-président en charge des sports et auprès du président de la métropole pour lui dire qu'à minima, la métropole pourrait prendre en charge l'apprentissage de la nage pour tous les enfants de la métropole, puisqu'elle ne veut pas financer les piscines. Elle pourrait au moins, pour l'ensemble des communes et l'ensemble des écoles de la métropole, comme cela se fait dans un certain nombre d'intercommunalités, l'apprentissage de la nage, puisqu'à l'heure actuelle, même si vous n'avez pas de piscine, nous avons quand même mis en place des transports pour aller pour les écoles, mais nous payons quand même malgré tout la facture auprès des piscines qui acceptent de nous recevoir. Donc le premier point, c'est que la métropole ne nous aide pas beaucoup dans cette recherche d'apprentissage de la nage qui est essentielle. Je suis d'accord évidemment avec vous. Le deuxième point également, alors
vous me parlez de la facture énergétique, de redimensionner le projet, etc. Pour l'instant, on n'en est pas vraiment là. Moi, je connais une commune qui s'appelle Ouassel, qui a été contrainte de fermer sa piscine pendant quelques semaines quand elle a commencé à voir l'augmentation de sa facture énergétique. Alors certes, il faudra raccorder notre équipement au réseau de chaleur, mais en tout cas, on peut imaginer quand même que le déficit d'exploitation structurelle n'ira pas à la baisse. De toute façon, aujourd'hui, vu le contexte, il serait difficile de financer ce fonctionnement. Le troisième point aussi que je peux vous dire, c'est que jusqu'alors, les enfants des écoles de Biorel nous avons toujours trouvé une solution. Depuis la fermeture de Transat, les enfants de Biorel ont des cours d'apprentissage de la nage. Nous l'avons fait dans un certain nombre d'équipements. Si, évidemment, comme vous le dites, et je le crois, puisque j'en ai discuté avec la maire de Mont-Saint-Aignan, la piscine Eurocéane va fermer pendant quelques temps, eh bien, nous trouverons d'autres solutions. Alors peut-être d'une manière un peu moins importante que nous le faisions jusqu'alors, puisque toutes les classes avaient accès à cela, enfin toutes celles qui le souhaitaient, parce que toutes ne le souhaitaient pas. Mais la décision des directeurs ou des enseignants. Voilà. Donc, mais en tout cas, toutes celles qui avaient émis la volonté d'aller à la piscine, eh bien, nous avons accédé à leur demande. Et donc, je m'engage ici aussi, dans d'autres piscines, évidemment. Alors, ça ne sera pas forcément facile, et il faudra peut-être même s'éloigner un peu. Donc, c'est les coûts de transport qui vont nous coûter un peu. Mais il faut évidemment que nous donnions satisfaction, parce que l'apprentissage de la nage est essentiel. Et on le voit notamment pour ces 3 gamins qui, malheureusement, ne pourront pas partir en colonie parce qu'ils ne savent pas nager. Donc, c'est loin d'être anecdotique. Donc, c'est quelque chose que vous soulevez et qui est essentiel. Donc, voilà. Donc, on continue à se battre. Moi, je demande à nouveau à la métropole d'intervenir aussi en matière de fonctionnement pour aider les communes dans l'apprentissage de la nage. Et puis enfin, je continue à discuter avec les maires des autres communes pour venir financer avec nous ce déficit d'exploitation que la ville de Biorel seule ne pourrait pas financer. Voilà pour répondre à cette question. Monsieur Boulan, oui. Je pense qu'effectivement... Même si on est sur la délibération des colonies. Même pour aller effectivement dans votre sens, monsieur le maire, ce qui serait bien, c'est d'essayer d'avoir un tableau, je dirais, réaliste des enfants qui ne savent pas nager à Biorel. Voilà ce que dit Monique. Je me retrouve il y a 1 an quand ma fille est allée avec sa classe, donc 25 gamins aussi à la base de Jumièges, et il y avait 2 enfants qui sont restés sur le bord en train de regarder leurs copains. Donc si on fait des petits stats des 2 événements ici, ça fait 10%. Il faudrait... Je ne sais pas, on vient de recruter, vous êtes en cours de recrutement d'une chargée des sports. Je ne sais pas comment vous pourriez organiser ça, mais il faudrait vraiment avoir un diagnostic de combien d'enfants à Biorel ne savent pas nager. Ce qui étayerait d'ailleurs votre propos à la métropole. Sur la compétence métropolitaine des piscines, c'est un vaste débat, je ne vais pas me lancer dedans. Il y a aussi certaines collectivités qui ne pensent pas que le transfert serait pertinent, voilà, de tous bords. Hein. Je ne sais pas si Mont-Saint-Aignan voudrait le transférer, par exemple. Mais sachant que même de toute façon, si demain la métropole reprenait la compétence piscine, ou du moins la compétence enseignement de la natation, il faut savoir que quand l'intercommunauté reprend une compétence, les communes doivent verser l'équivalent en dotation. Oui, donc, mais la piscine est fermée depuis des années. Oui, mais ce qu'on devra verser demain avec la solution de la métropole, on pourrait peut-être commencer à la verser, à la mobiliser aujourd'hui. Voilà, c'est un peu le sens de ce que dit Monique. On a aussi évoqué lors de précédents conseils municipaux, c'est l'été, c'est la période, la possibilité d'installer une petite piscine d'apprentissage pour capter les enfants qui ne vont pas à la mer, qui n'ont peut-être jamais vu la mer. Donc là, ce serait aussi une solution pour mobiliser dès maintenant les crédits que vous verseriez demain à la métropole si elle reprenait les compétences. Voilà. Et puis Ouassel, apparemment, effectivement, a arrêté sa piscine, mais il y avait, voilà, à Rouvert, c'était une question aussi d'opportunité par rapport à des travaux qui étaient programmés. Voilà. Merci. Bien, je mets aux voix donc cette délibération, donc qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. On passe à la commande publique et je cède la parole à Olivier Marical.
Oui, merci Monsieur le maire. Donc, il s'agit de la convention pour le groupement de commandes pour la délibération. Groupement de commandes pour la fourniture de matériel scolaire, éducatif et ludique. Toujours dans le même but d'obtenir des prix intéressants à moindre coût et réaliser des économies d'échelle et optimiser les achats. Je vous propose que notre commune s'associe à un groupement de commandes initié par la ville de Rouen pour les achats de matériel scolaire, éducatif et ludique. Le coordinateur du groupement sera la ville de Rouen, dont la CAO, commission d'appel d'offres, sera compétente pour se prononcer sur le futur marché. Alors, la convention complète vous a été transmise avec la note de synthèse. Le présent projet est exposé en commission des finances le 27 juin 2022 et il a été émis un avis favorable. Donc, au regard du rapport qui précède, je vous propose d'adopter la délibération transmise. Avez-vous des questions ou des observations? S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix. Donc, qui vote contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. On continue avec le service des assurances, Olivier Marical. Alors là, on passe le marché de services d'assurance pour la commune. Le marché de services d'assurance pour la commune de Belliarel arrive à échéance le 31 décembre 2022. Par conséquent, il est nécessaire de remettre en concurrence les opérateurs économiques par le biais d'une nouvelle consultation en vue de conclure un nouveau marché. Alors, pour rappel, le montant annuel actuel du marché, qui est sur 8 ans, est d'environ 172 000 € hors taxes. Ainsi, la présente délibération n'autorise que le lancement de la procédure. Pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Une seconde délibération interviendra pour autoriser la signature des documents du marché et détailler l'offre retenue. Alors, la valeur estimative cumulée de ce marché, dépassant le seuil de procédure formalisée et appliquée au marché de services, à savoir 215 000 € hors taxes, la collectivité doit lancer une procédure formalisée, prévue dans les articles L 2124-1 et suivants du Code de la commande publique. Alors, je précise quand même que toutes ces assurances couvrent l'assurance statutaire du personnel, l'AMRH, l'ARC et les véhicules. Donc, ça couvre absolument toutes les assurances de la commune. Voilà. Sachez quand même également que l'assurance statutaire du personnel représente environ 65% total du marché. Le reste, c'est la RC et MRH. Donc, le présent projet a été exposé également en commission des finances le 27 juin, qui a émis un avis favorable. Donc, je vous propose d'adopter la délibération transmise. Avez-vous des questions ou des observations? Monsieur Châtelain, oui. Oui. Lors d'une précédente commission d'appel d'offres, on avait constaté qu'il y avait un effet de cliquet dans l'assurance. Alors quand la sinistralité, comme disent les assureurs, augmente, la prime augmente. Et nous étions convenus que d'être vigilants pour la reconduction de ces contrats, à bien envisager l'effet contraire. C'est-à-dire que si la sinistralité baisse, est-ce que les primes baisseront? Donc être vigilant de le mentionner dans le cahier des charges, que ça fonctionne dans les deux sens, parce que souvent dans les contrats entre le public et le privé, ils sont par essence très asymétriques et toujours au détriment du public. Voilà, c'est vrai qu'on sera vigilant sur ce point. Moi, je crains, et j'espère me tromper, que certains lots soient même infructueux, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas forcément de réponse, vu la situation parfois dégradée qu'on peut présenter. Donc certains assureurs peuvent être un peu vigilants sur ce point. Donc j'espère évidemment que sur l'ensemble des 5 lots, nous aurons suffisamment d'assureurs pour pouvoir les mettre en concurrence. Je vais donc mettre aux voix cette délibération, donc qui est contre ce lancement du marché des assurances, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Je cède maintenant la parole à Xavier Auguel. On passe donc dans l'enfance et la jeunesse. Les caisses d'allocation familiale poursuivent une politique d'action sociale visant à améliorer la vie quotidienne des familles et à les accompagner. C'est dans ce cadre que celles-ci versent aux communes ou aux associations une seule et même prestation de service pour les enfants de moins de 6 ans accueillis dans les établissements d'accueil des enfants. La convention prévoyant le versement de cette prestation pour la ville de Belliarel est arrivée à échéance le 31 décembre 2021.
Il est donc nécessaire de la renouveler pour 2022 et 2023. Sa particularité est de permettre l'accès de toutes les familles au mode d'accueil collectif afin de réduire les inégalités sociales. L'accent de cette nouvelle convention porte sur l'accueil des enfants en situation de handicap et ou de pauvreté. Au regard du rapport qui précède, je vous propose d'adopter la délibération transmise. Merci. Peut-être un mot simplement pour dire qu'on peut se féliciter du personnel des crèches que nous avons, qui sont très professionnels, très accueillantes pour les familles et très rassurantes. J'ai eu l'occasion de le voir tout à l'heure, puisqu'il y avait la fête de la crèche tout à l'heure à Corneille. Donc voilà, ce sont des femmes, parce que c'est essentiellement des femmes, qui sont très investies dans leur travail, et c'est une chance, et les familles sont très heureuses. D'ailleurs, de temps en temps, nous sommes obligés de faire un peu d'arbitrage, puisqu'on a souvent un petit peu plus de familles qui souhaitent s'y inscrire. Je crois que quelqu'un voulait la parole, Monique Dubec. Ouais. Je voulais justement sur ce nombre de familles qui peuvent s'inscrire, parce que je crois qu'il y a une liste d'attente assez importante. Et donc, est-ce que l'on pourrait résoudre aussi un peu ce souci en permettant, ou du moins, oui, en donnant la possibilité aux familles d'enfants de 2 ans et 9 mois, enfin des enfants qui sont nés l'année de leurs 2 ans, et qui arrivent, des enfants qui sont nés en janvier ou en février, vont arriver en septembre à 2 ans et 9 mois. Donc peut-être qu'effectivement, on pourrait permettre à ces familles d'intégrer l'école maternelle et du même coup libérer une place en crèche. Parce qu'actuellement, il n'y a pas d'accueil des 2 ans, enfin l'année des 2 ans. Quand je dis les 2 ans, c'est l'année des 2 ans. Évidemment, je pense qu'un enfant, mais entre 2 ans et 9 mois et 2 ans, 10 mois ou 3 ans, certains enfants sont sûrement prêts à démarrer l'école maternelle. Et du même coup, permettre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles qui attendent une place en crèche, peut-être qu'on pourrait résoudre ce problème ainsi. Xavier Auquel, enfin, une partie du problème. Ouais, effectivement, on a une liste d'attente cette année. On a dû faire le choix, on a enlevé une vingtaine de familles dans nos crèches, puisqu'on a 63 places réparties sur nos 2 crèches. Pour ce qui est des enfants qui ont 2 ans et 9 mois, comme vous nous dites, Madame Dubec, l'obligation que l'on a, c'est que l'institutrice et l'instituteur soient d'accord aussi de les prendre. Donc, les familles le font, mais derrière, les professeurs d'école ne les prennent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de place. Mais en ce qui nous concerne, nous, en tout cas, dans les choix que l'on fait à la commission d'attribution des places en crèche, on a une vingtaine de dossiers qui n'ont pas été retenus. Maintenant, on a quand même Natacha Rivière, qui est chef du service petite enfance, qui oriente directement les familles dans nos MAM et auprès de nos 27 assistantes maternelles de la ville. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, on propose quand même des solutions alternatives, notamment la crèche associative du centre Pernay aussi. On peut envoyer certaines familles, on reste sur Biorel aussi. Il y a d'autres types de crèches privées qui existent aussi. Et puis surtout, nous allons avec Isnoville et Bois-Guillaume, on aura une délibération à passer ici aussi. Donc Bois-Guillaume, Biorel et Isnoville mettent en place une REP, je crois que ça s'appelle, un réseau d'assistants, réseau de petite enfance peut-être. Relais petite enfance, voilà. Relais petite enfance, qui permet aussi comme ça de tisser du lien avec les assistantes maternelles et de les aider à se retrouver, à les former un peu plus aussi. Enfin, bon voilà, on ne pouvait pas le faire seul, mais à 3 communes, on sera très aidé par la caisse d'allocation familiale sur ce point. Comme pour la piscine. Donc voilà, donc on met en place, oui, on se regroupe tant qu'on peut. Et moi, je le désire d'ailleurs. Alors, c'est une proposition de Bois-Guillaume pour lui donner la paternité, mais on a accepté effectivement cette étude pour créer justement ce réseau d'assistantes maternelles. Les MAM, effectivement, la crèche Pernay. Bref, il y a d'autres types aussi d'accueil, mais c'est vrai que comme la nôtre fonctionne tellement bien que toutes les familles voudraient évidemment y avoir accès. Et effectivement, mais je disais ça aussi parce que les écoles maternelles, du moins celle du vieux Biorel, elle n'est pas complète. Il y aurait des possibilités. Oui, après, il faut que les enfants soient propres. Il y a, Nous, on a l'obligation,
Et les institutrices sont obligées de les prendre quand l'enfant a 3 ans. Voilà, donc là c'est une obligation. Là on peut intervenir, voilà. Mais si en dessous de 3 ans la maîtresse ne veut pas, on n'a pas notre mot à dire. Donc Madame Dubec, encore une fois, là vous allez sur un terrain. Et puis les effectifs des écoles, ça va faire aussi que des classes vont être supprimées, etc., etc. Donc tout est lié quand même. Hein. Voilà, alors, il est certain qu'on peut encourager. Après, les familles n'en ont pas forcément l'envie, l'éducation nationale non plus. Bon, voilà, on peut en parler, on peut dire que c'est une solution alternative, mais on ne peut pas l'imposer, en tout cas. On peut l'inciter, mais pas l'imposer. Donc, je vais mettre aux voix cette délibération, donc, qui est contre. Donc, on a de bons contacts avec la CAF, il faut le préciser aussi, qui nous aide bien quand même dans ces domaines, qui s'abstient. Elle est donc adoptée à l'unanimité. On passe aussi à une coopération, cette fois-ci, mais dans le domaine de la sécurité, de la tranquillité publique. Effectivement, nous avons, vous le savez, un CISPD, donc un Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, que nous avons relancé l'année dernière, donc avec les communes de Mont-Saint-Aignan et Bois-Guillaume. C'est historique, nous avions déjà ce type de conseil intercommunal de sécurité. On aborde dans ce conseil un certain nombre de sujets tant liés à la sécurité, mais aussi surtout à la prévention et à la prévention de la délinquance. Et donc nous souhaitons renforcer, je dirais, ces coopérations entre les polices municipales. Donc il y a des réflexions qui sont menées pour justement permettre et accroître la présence policière des polices municipales sur notre territoire. Et puis enfin, dans le but aussi de sécuriser les prochains événements qui seraient organisés sur notre territoire, des 3 communes. Les maires souhaitent renouveler les termes d'une convention qui existait, et vous l'avez reçue notamment dans la note de synthèse, qui définit justement ces modalités de coopération entre les effectifs des différentes polices municipales. Et donc, je vous propose d'adopter et de m'autoriser à signer cette convention entre les 3 communes. Avez-vous des questions, Monsieur Gilles Thomas? Alors, donc, une remarque sur la coopération des polices municipales et une question. La remarque, c'est à propos des rodéos dont on a parlé la dernière fois au plateau des provinces. Vous aviez dit qu'il y avait une coopération parfois insuffisante avec la ville de Rouen. Alors, je voulais juste préciser que la ville de Rouen avait embauché 11 policiers supplémentaires en brigade de nuit. Il est quand même dommage qu'ils ne fassent pas monter sur les Hauts-de-Rouen. Alors, ils ne sont pas encore en poste puisqu'ils ont besoin d'une formation. Mais, donc c'est 11 nouveaux postes. Alors, je ne sais pas où ils seront affectés particulièrement. Moi, je peux vous dire qu'ils ne le seront pas sur les Hauts-de-Rouen. Ben, on verra. On verra. Ce que je voulais vous dire au passage, c'était que il fallait inciter effectivement au signalement de ces rodéos, puisqu'on a parlé des réticences de certains habitants là-dessus. C'est vrai que c'est ingrat, que c'est fastidieux, mais ça peut aussi s'avérer être efficace à la longue. La question, c'était à propos de la ZFE qui va donc avoir une nouvelle phase à partir du mois de septembre, puisque ça concernera également les véhicules de particuliers, les voitures. On commence à en parler un peu plus, les concitoyens commencent à s'apercevoir qu'ils vont peut-être être impactés si leur véhicule ne peut plus rouler sur la commune. Alors, je voulais vous poser une question sur le rôle que la police municipale aura sur le contrôle de la ZFE, puisque dans la presse ces derniers mois, on a vu des positions de maires qui étaient différentes, y compris sur la ZFE de Rouen. On a à la fois le maire de Bois-Guillaume, par exemple, qui prône une espèce d'indulgence ou de pédagogie au départ avant sanction, puisque c'est vrai que c'est quand même assez compliqué à expliquer, y compris sur le fait que certaines communes ne sont pas encore dans la ZFE. Bois-Guillaume est donc juste à côté de Mont-Saint-Aignan qui n'est pas dedans. On a aussi d'autres maires comme Amélie-Lénard qui souhaitent que la police municipale ne contrôle pas donc la mise en place de cette ZFE, que ce serait seulement le rôle de la police nationale. Donc je voulais savoir si vous aviez des consignes à donner à la police municipale de Biorel à ce sujet, sachant qu'évidemment on avait souhaité que cette ZFE rentre en action sur Biorel à partir du moment où il y aurait des véhicules polluants au moins tous les jours, y compris des camions, alors indépendamment de l'arrêté qui fait qu'ils ne roulent pas à Biorel en ce moment, en tout cas en théorie.
mais alors, on a le problème du pouvoir d'achat. Je crois que les impayés augmentent un peu à Biorel. Des difficultés pour les concitoyens pour acheter des nouveaux véhicules, même si les aides peuvent monter jusqu'à 80%. Donc, voilà, quel message, quelle consigne pour la police municipale sur ce contrôle? Merci. Donc, il y a 2 points dans votre intervention. Bon, le premier sur les rodéos en particulier. Alors, c'est malheureusement, je dirais, pas un phénomène qui est local. C'est un phénomène national, en fait, l'histoire des rodéos, qui est évidemment très difficile à gérer, puisque la police, quelle qu'elle soit municipale ou nationale, ne peut pas les intercepter lorsqu'ils sont sur leur véhicule, au risque, évidemment, de renverser d'autres personnes ou de mettre les personnels et même ceux qui font les idiots sur leurs 2 roues, en danger. Donc c'est évidemment pas quelque chose de simple. La police nationale, d'ailleurs, réclame de la part des citoyens d'être vigilants et de pouvoir leur apporter éventuellement les endroits où ils sont parqués. Parce que là, pour le coup, on peut avoir une intervention directe là où ils sont parqués, c'est-à-dire souvent dans les caves ou dans les garages. Donc ça, c'est un message que la police nationale nous fait passer régulièrement. Ensuite, c'est compliqué parce qu'on est ici à la frontière entre Rouen et Biorel. Donc les rodéos, d'ailleurs, ont plus lieu sur Rouen, sur les Hauts de Rouen, que sur Biorel lui-même. Donc c'est juste un passage avenue Maréchal Juin, mais en réalité, ils font le tour de la Grand-Mare plus régulièrement. Donc évidemment que la police municipale ne pourrait de toute façon pas les intercepter, parce que très vite, ils sont positionnés sur la ville de Rouen. Même si je regrette que la police municipale de Rouen ne monte pas sur les Hauts de Rouen, et même s'ils vont recruter un certain nombre d'effectifs, ils ne seront pas affectés ici sur les Hauts de Rouen. Je doute de toute façon d'une efficacité de la police municipale dans ces problématiques de rodéo. C'est bien à la police nationale de rechercher des solutions, même si, encore une fois, si c'était si facile, il y a longtemps que ça serait réglé. Donc c'est quelque chose que nous faisons remonter très régulièrement à la police nationale, parce que nos habitants, très régulièrement, subissent ces faits délictueux. C'est le premier point. Le deuxième point, donc, qui concerne la ZFE. Effectivement, c'est un débat que nous avons eu hier au Conseil de la Métropole sur ce sujet-là. Mais moi, ça va être très clair. La zone franche urbaine, la ZFE, la zone de faible émission, est un dispositif qui a été décidé par l'État. Donc pour moi, c'est à l'État de le faire respecter, précisément. Donc c'est à la police nationale de faire respecter les décisions qui sont prises par l'État. La police municipale a d'autres choses à faire, donc pour moi, elle n'aura pas ce rôle de contrôle de la ZFE. En tout cas, c'est les consignes que je donnerai. De ne pas s'occuper de cette partie, d'autant que nous avons surtout un autre sujet fort à faire, je dirais, sur notre territoire, qui est au contraire d'assurer des contrôles pour le respect de l'arrêté préfectoral sur la déviation S1, S2. Donc moi, je préfère que notre police municipale soit concentrée sur des contrôles pour verbaliser des camions qui passeraient là où ils n'ont pas le droit de passer, plutôt que de m'occuper de la ZFE, qui est mise en place que maintenant, et que les habitants n'ont pas tous eu le temps, particulièrement. C'est ce qui a d'ailleurs été demandé au président de la métropole. C'est-à-dire que personne ne conteste véritablement la ZFE, il faut aller dans cette direction, mais demande du temps. Le temps pour nos habitants les moins aisés de pouvoir changer de véhicule. Et donc il faut un peu de temps. La métropole hier a voté des aides, donc ce sont des aides importantes, mais elles sont insuffisantes quand on a un tout petit budget pour pouvoir circuler et changer de véhicule. Donc il faut laisser du temps un peu à cela. Donc il n'est pas question que la police municipale s'occupe de ce dispositif de ZFE. Voilà, moi c'est la position très claire que je donnerai à la police municipale. Ne vous occupez pas de la ZFE, mais nous continuerons nos contrôles sur la déviation S1, S2. Voilà, je reviens donc sur... pardon, Annick Bonneau. Oui. En fin de compte, il y a une S3 maintenant, S4 plutôt. S1, S2, S4, une nouvelle déviation. Alors j'ai appris ça, S4, oui, mais je ne sais pas ce que c'est, la S4. On fait marche arrière. On repart dans l'autre sens. On part dans l'autre sens? Oui.
Tant qu'on passe D'ici pas à ce sur que les Biorel, gens moi, ça me dérange comprennent, pas. je pense qu'on va avoir un petit peu de soucis encore à être appliqués. Alors peut-être qu'on nous expliquera ça demain en réunion publique, puisque la On DIRNO va sera pouvoir présente, demander, ainsi oui. que la police nationale. Donc peut-être certains... voilà. J'ai appris hier qu'il y avait une déviation S4. Alors j'ai pensé que la personne qui me l'avait dit s'était trompée. Parce qu'on n'a pas eu ça en mairie d'ailleurs. Hein. S4. Alors on essaiera de suivre la S4 pour voir jusqu'où elle va. Voilà. Mais parfois, je vais vous dire, je suis tellement excédé par ce qui se passe que parfois j'ai bien envie quand même de changer les panneaux S1, S2 pour les envoyer vers la route de Neuchâtel. Voilà, pour tout vous dire. Si j'ai bien compris, ça doit arriver sur notre dernier. Oui. Bref, on était là sur un sujet et on en parlera, je dirais, plus précisément demain en réunion publique. Je vous demande donc de m'autoriser à signer cette convention, donc qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. La question 8, elle porte sur une convention de mise à disposition des équipements sportifs pour les élèves du collège Michelet, puisqu'ils n'ont pas au sein du collège un équipement sportif. Donc le département, comme tous les ans, participe aux dépenses de fonctionnement des équipements sportifs qui appartiennent aux collectivités mises à disposition des collèges publics, mais j'ai envie de dire aussi privés aujourd'hui. Donc une convention tripartite entre le département, la ville et le collège existe. Elle a donc été signée pour les années 2021 à 2024. Souhaitant renforcer son soutien financier aux communes du territoire, remercie la vice-présidente du département ainsi présente, l'Assemblée départementale a décidé de porter le taux horaire à 12 €. Donc nous étions à 11,42 €, donc nous allons à 12 € le taux horaire d'utilisation des équipements sportifs, mais en réalité on ne gagnera pas d'argent particulièrement, puisqu'il faut continuer évidemment à éclairer et à chauffer ces équipements quoi qu'il arrive. Donc le présent projet de délibération vous propose donc d'émettre un avis favorable sur cette augmentation. Monique Dubec. Avis favorable, évidemment, on est favorable à une augmentation. Par contre, 58 centimes, c'est quand même un l'échelle peu... du département, ça représente. Et c'est par heure d'utilisation de la salle, quoi. C'est ça. Même pas par élève, donc c'est peanuts quand même. Hein, mais bon, bref, malgré tout, on est favorable à cette augmentation. Enfin, de toute façon, on n'a pas à être favorable, c'est très bien comme ça. Par contre, ce qui serait peut-être aussi bien, c'est, nous vous l'avions demandé déjà précédemment, c'est d'avoir un planning au niveau des salles pour savoir l'occupation de ces salles et qui occupe ces salles à quel moment. Alors, je crois que vous êtes dans la commission sport. Oui. Ça ne vous a pas été fourni à ce moment-là? Non. Bon. Non, je ne suis pas certaine que ce soit... Oui, je pense que c'est important. Non, mais de préciser qui occupe la salle et à quel moment. Donc c'est à la commission sport qu'il faut le réclamer. Oui. Bon, donc l'information ne sera pas difficile à vous donner, oui. Mais en tout cas, vous pouvez réclamer, si vous ne l'avez pas encore, à la prochaine commission sport. Oui, c'est... Quand elle aura lieu. Ne serait-ce que pour flécher, effectivement, qui va dans ces salles. Nathalie Lecordier. Oui, juste pour dire à Madame Dubec on a répondu à sa demande. Je crois que c'était une question qu'elle avait posée il y a quelque temps. Et donc, voilà, vous êtes exaucé. Le département a augmenté la somme attribuée pour la location de ces gymnases. Juste vous dire que, en fait, on est un des départements qui verse le taux le plus haut au niveau national. Et peut-être vous dire aussi que, je ne veux pas botter en touche, mais que la région, pour le coup, auprès des lycéens, c'est 8,70 €, je crois. Alors, je crois qu'on est plutôt pas trop mal placé. Alors, bien sûr, toute chose à part égale, on pourrait faire plus, mais je crois que c'est déjà un bon signe, en tout cas, de pouvoir faire évoluer cette somme. Vous l'aviez dit, c'était assez juste, qui n'avait pas évolué depuis plusieurs années. Merci. Donc, vous m'autorisez à signer l'avenant, donc qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité.
La question suivante porte sur l'augmentation de la capacité de traitement et de stockage des déchets liquides sur un site qui s'appelle Atalis à Sotteville-les-Rouen. Donc, puisque nous sommes dans un périmètre élargi qui concerne, dans le but d'améliorer et de réduire les concentrations en polluants dans les rejets d'eau usuelle industrielle, la société Atalis souhaite mettre en place un traitement de l'azote de nitrification et de dénitrification, complété par un traitement tertiaire de la demande chimique, alors il faut être un peu technicien pour connaître tout cela, en oxygène dur par ozonation, ainsi qu'un traitement complémentaire en matière de suspension par décantation. Bref, la société Atalis souhaite également augmenter la capacité de traitement, c'est ça aussi qui compte dans ce projet qui est soumis à enquête publique. Donc l'enquête publique a été ouverte le 23 mai dernier. Elle se clôture le 21 juin précisément. Un dossier complet, papier, est consultable à la mairie de Sotteville-les-Rouen pour ceux qui s'intéresseraient plus particulièrement au sujet. Il est passé ce sujet aussi en commission urbanisme le 15 juin dernier, qui a émis un avis favorable. Nous ne sommes pas... Ah, mais c'est ce que j'ai sur mon... C'est pas un avis favorable qu'il y a eu ? Il n'y a pas d'avis. Bon, voilà. Donc, sans avis de la commission urbanisme, mais en tout cas, voilà, il nous faut émettre nous-mêmes un avis. Moi, je pense quand même qu'il est important de maintenir une certaine industrie dans notre territoire. S'il devait partir, nous verrions aussi une certaine richesse partir, des emplois partir. Donc il est important de maintenir les filières industrielles dans notre pays plutôt que de les envoyer dans d'autres pays où il y aurait sûrement encore moins de normes de sécurité ou autres et environnementales. Donc il faut, à mon avis, encourager les entreprises à rester, mais pas dans n'importe quelle condition, évidemment. Et c'est là qu'il est important qu'il y ait plus de contrôle de la part de la préfecture, de la part des services de l'État, pour justement faire en sorte que l'industrie du futur soit évidemment la plus vertueuse possible et la plus protectrice possible de son environnement. Puisque notamment toutes les industries chimiques ou autres que nous avions le long de la Seine pendant de nombreuses décennies, ça fait partie de notre histoire, a vu à proximité l'urbanisation se développer. Et donc aujourd'hui, il est important de sécuriser au mieux ces entreprises liées donc à l'habitat qui se rapproche de plus en plus de ces entreprises. Voilà, je vous laisse réagir si vous avez des points. Annick Bonneau. Je vais réagir effectivement. On n'a pas donné d'avis tout simplement parce que le dossier était tellement compliqué que pour arriver à se retrouver là-dedans, il fallait déjà y passer un certain temps et puis avoir un certain nombre de compétences chimiques et autres. Alors, je me suis penchée un petit peu sur le problème pour essayer de relire un petit peu le dossier. Bon, effectivement, il s'agit de traitement et de valorisation des déchets liquides. Déchets liquides, c'est les intérieurs de citernes qu'on nettoie, c'est les camions, etc. C'est-à-dire qu'on lave et on récupère un tas de cochonneries à l'intérieur qu'on va essayer de traiter. Bon, le traitement en lui-même, pas de problème. Je voudrais quand même signaler aussi que là, l'enquête publique, elle est terminée au mois de juin. Donc on nous demande de donner un avis alors que l'enquête publique est terminée. C'est peut-être un petit peu étonnant. Bon, je sais bien que le conseil municipal a été retardé et puis qu'il n'est pas en phase, mais enfin c'est quand même un peu compliqué. Ce que je voudrais dire aussi quand on lit le dossier, c'est qu'il y a quand même beaucoup de recommandations qui ont été faites par un certain nombre d'organismes, notamment la mission régionale d'autorité environnementale. Elle fait énormément de recommandations sur le traitement et sur les stockages de déchets. Est-ce que l'entreprise va en tenir compte ? On se pose la question. J'ai vu à un moment que les contrôles sanitaires étaient effectués tous les trimestres normalement pour savoir effectivement quelle était la qualité des rejets. Atalis a dit, mais comme il n'y a jamais rien dedans, ça serait bien de limiter les contrôles à un par an. C'est pas donner bon signe quand même aux personnes que de contrôler qu'une fois par an la qualité des eaux qui peut être rejetée. Et cette qualité, ces eaux sont rejetées dans le réseau des eaux usées commun, c'est-à-dire traitées par notre station Émeraude.
Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la quantité d'eau effectivement supplémentaire qui va être obligée d'être traitée par Emeraude et dans quelles conditions. Est-ce que l'entreprise, est-ce que la station d'épuration a la capacité d'absorber une quantité de liquide supplémentaire? Pas d'infos. Donc ça, c'est quand même un petit peu compliqué. J'aimerais bien aussi savoir comment est facturé à cette entreprise le traitement des eaux usées, puisque vous savez que nous, les eaux usées, on paye le traitement en fonction de la consommation d'eau que l'on fait rentrer chez nous. C'est notre facture d'eau, on consomme des mètres cubes et le traitement est directement lié, le coût du traitement est directement lié à l'utilisation de l'eau que l'on a fait rentrer. Tout ça pour dire que moi je suis dans l'incapacité de dire si effectivement le dossier est recevable ou pas. De toute façon, ils ont demandé une autorisation de rejet en augmentation. Ils avaient 68 000 tonnes par an de rejet autorisés. Demain, ils en demandent 105 000 tonnes. En 2020, ils en ont déjà rejeté 76 000. Alors 76 000 tonnes, c'était au-delà de la quantité autorisée. En 2019, on avait eu l'incendie Lubrizol, Normandie Logistique, etc., ce qui avait fait qu'effectivement, la quantité de traitement avait augmenté de façon importante. Il n'y a que 64% de rejets de la Haute-Normandie qui sont traités sur place. C'est-à-dire qu'on fait venir des camions à Sotteville pour pouvoir traiter des eaux usées qui viennent d'autres régions. Parce qu'il n'y a peut-être pas d'autres entreprises de capacité. Donc une augmentation importante aussi de circulation de camions. Ça passe de 20 par jour à 31 par jour. Enfin bon. C'est du domaine vraiment professionnel, technique, etc. Je trouve un petit peu malhonnête, enfin bon, si je peux l'exprimer comme ça, de demander l'avis à un conseil municipal. On n'en a pas les capacités. Il faut peut-être que l'on fasse confiance aux organismes qui sont là spécialement pour vérifier la qualité et voilà. Donc moi, mon avis, donc on n'avait pas donné d'avis sur ce projet d'augmentation. Le mien personnel, c'est l'abstention. Je ne peux pas décider. Bon, Annick Benoît, moi je suis plutôt sur la même ligne que vous. Vous êtes celle, je pense, autour de la table qui avait peut-être le plus détaillé le dossier. Moi, j'avoue, comme vous, je n'ai pas les compétences qui me permettraient de dire c'est une bonne chose, une mauvaise chose. Bon, j'ai voulu dire en introduction que je ne suis pas contre l'industrie. Je ne suis pas pour le fait, au contraire, de développer justement le traitement des eaux polluées ou autres. Donc je ne ferai pas de procès particulièrement à cette entreprise. Mais je ne me sens pas en capacité d'émettre un avis défavorable ou favorable sur cette question-là. Donc moi, je serais aussi plutôt sur la ligne de l'abstention, précisément. Pour vous dire, on a eu une réunion de groupe et je crois que j'ai dû dire chacun votera en son âme et conscience, comme il le souhaite. On n'a pas eu de consigne de groupe, comme on a l'habitude de le faire, sur cette question-là. Chacun peut s'exprimer comme il le souhaite. Simplement vous dire quand même qu'on est dans les délais. Hein. On est pour prendre à la suite de l'enquête publique. Alors c'est un peu court si vous voulez. Enfin, je suis pas certain que j'aurais eu 15 jours de plus. J'aurais eu une idée plus précise de mon de mon vote. Donc voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je vais mettre aux voix. Donc sur ce rapport qui émet un avis contre, qui s'abstient donc. Donc j'ai l'impression que c'est la quasi-unanimité, non ? Donc, alors, il faut compter, l'administration compte peut-être. Oui, mais ça leur fait du bien. Qui est pour ? Et puis ensuite, qui est pour, ouais. Donc, il y a 3 pour, c'est ça. OK. Donc, abstention pour une majorité et 3 pour, pas de contre. On passe en... Oui. Il n'y a pas de contre.
Alors, il nous faut parler maintenant d'un sujet important, Madame Bonneau, aussi. Là, on va pouvoir en dire un peu plus. Chaque intercommunalité a l'obligation de créer un règlement local de publicité intercommunal. Alors, c'est un document important qui est long à élaborer. Des réunions ont déjà commencé, mais il nous faut délibérer sur ce point et c'est Olivier Marical qui va nous présenter cette délibération. Alors, ce n'est pas une délibération, c'est une prise d'acte. Prise d'acte, oui. Donc il n'y aura pas de vote, il y aura un débat. C'est ça. Donc, la réglementation en matière de... Alors, c'est la réglementation locale de publicité intercommunale. Délibération actant la tenue d'un débat sur les orientations du RLPI. Le RLPI, la délibération, elle sera votée en conseil métropolitain puisque c'est intercommunal. La réglementation en matière de publicité, enseigne et préenseigne, s'applique au dispositif d'affichage visible des voies ouvertes à la circulation publique, qu'elle soumet notamment à des règles d'emplacement, de densité, de surface, de hauteur, d'aspect, d'éclairage, tout ce qu'on veut. Le contexte local, actuellement, la ville de Billorel est dotée d'un règlement local de publicité, tout simple, qui deviendra caduc le 13 juillet 2022. La métropole compétente en matière de RLP va élaborer sur l'ensemble de son territoire un RLP qui adopte les dispositions du règlement national de publicité et permettra la mise en place d'une vision métropolitaine de la publicité, des enseignes et préenseignes et l'adoption de mesures partagées avec l'ensemble des communes. Le RLPI doit contribuer à la protection du cadre de vie, à la lutte contre la pollution visuelle et aux économies d'énergie en intégrant les nouvelles exigences environnementales. Il assure un équilibre entre la protection du cadre de vie et des paysages d'une part et le droit à l'expression et à la diffusion d'informations d'autre part. Alors, conformément aux dispositions du Code d'urbanisme, la présente étape de la procédure consiste à débattre sans vote au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet du règlement local de publicité intercommunal figurant en annexe de la délibération. Bon, les propositions, je suppose que vous les avez tous regardées, sont propositions en ce qui concerne les enseignes, préenseignes et publicités. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est pour avoir participé aux ateliers métropolitains sur ce sujet, je tiens à vous souligner, c'est l'ouverture des responsables de la métropole aux propositions des représentants des communes. Je n'ai jamais vu de dogmatisme en quoi que ce soit lors des discussions dans ces ateliers. Et j'ai même remarqué, au vu de ce qui est sorti, que les propositions des communes ont bien été retenues. Je voulais que vous en soyez bien conscients. Et les objectifs du RLPI ne sont pas d'interdire la publicité, je le précise bien. Il faut penser aux acteurs économiques de la métropole qui ont besoin de cette publicité. Par exemple, le RLPI recherche l'harmonisation sur le territoire. Alors ça, c'est l'aspect esthétique. C'est que sur tout le territoire, il y ait à peu près une uniformité de tous les panneaux, qu'il n'y ait pas des grands, des petits dans tous les coins. Alors, et c'est également d'interdire, alors là, il y a plus d'interdictions, c'est les abus publicitaires. Je vais vous citer un exemple que vous connaissez tous, à Isnoville, le carrefour de l'Intermarché, si vous voyez. Il y a énormément de publicité dans n'importe quoi. Donc tout ça, là, ça sera interdit. Donc, voilà, c'est fait dans ce... Par contre, je rappelle que le RLPI ne concerne pas les panneaux donnant des informations municipales. Ils ne sont pas inclus dans le RLPI. Mettons-nous, quand on met un panneau « Meilleurs vœux 2022 », ce panneau-là n'est pas inclus dans le RLPI. Donc vous pourrez trouver des grands panneaux, si la commune le décide, vous aurez le droit d'avoir des grands panneaux. C'est comme ça. J'ai appris ça aux ateliers. C'est comme ça. Donc je ne vais pas vous lire tout ce qui est interdit. Je pense que vous les avez lus. Je pense que vous avez tous eu... vous avez eu ça en truc. Donc, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait, oui, il est pas mal fait. Ouais. Donc, a été exposé en commission urbaniste le 15 juin et a mis un avis favorable. Donc, je vous propose de prendre acte du débat sur les orientations générales du RLPI.
J'ouvre le débat. On en débat. Il n'y a pas de vote. Alors, simplement dire quand même qu'on ne part pas de zéro. C'est-à-dire qu'on avait déjà eu cette réflexion il y a quelques années, ça fait peut-être une dizaine d'années maintenant. Donc on avait plus que ça même. 2005, voilà. Donc on avait déjà réfléchi un peu sur notre territoire, donc on avait construit quelque chose. Bon, c'était le début, on avait évidemment les publicitaires qui étaient là, Deco pour ne pas les nommer en particulier, mais voilà, on avait quand même construit quelque chose. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est obsolète, enfin, le contexte a évolué, donc il y avait cette légitimité à reprendre ce document. Alors maintenant, c'est la métropole qui le reprend dans sa globalité. Olivier nous a bien précisé qu'elle était tout à fait ouverte à la discussion et autres, donc ça c'est une bonne chose évidemment. Moi, je pense que sur Biorel, nous avons la chance de ne pas en avoir trop. De panneaux publicitaires, alors sur certains grands axes, la route de Neuchâtel, l'avenue Maréchal Juin, donc on a encore quelques panneaux sur lesquels on va peut-être essayer de limiter, même si ils sont parfois dans des jardins privés. Donc évidemment, ça génère un revenu. Donc ça peut être compliqué un peu pour ceux qui ont un revenu de grands panneaux de ne plus l'avoir. En tout cas, ce qu'il faut, à mon sens, éviter sur notre territoire, ce sont les publicités dites agressives un peu. Et celles, évidemment, qui vont agresser, entre guillemets, l'habitant par sa présence et sa manière donc de communiquer. Je crois aussi qu'il faut inciter nos commerçants, donc il faut permettre en tout cas aux commerçants d'attirer leurs clients. Donc encore une fois, c'est pas d'empêcher une publicité directionnelle, etc., qui amène le client jusqu'à eux. Donc ça, c'est pas remis en cause. En revanche, on peut peut-être quand même les inciter à ne pas utiliser de publicité de panneaux énergivores, enfin lumineux en tout cas, parce qu'évidemment reste toute la nuit. Aujourd'hui, on est dans une commune où l'éclairage public la nuit est éteint, donc il faut éviter d'avoir de la publicité lumineuse qui flash, etc. Ça n'a pas beaucoup de sens non plus et c'est plutôt agressif aussi. Donc il faut évidemment éviter cela. Et puis enfin, on l'a dit, le mobilier urbain n'est pas dedans en tant que tel, n'est pas intégré en tant que tel. Il faut quand même qu'on limite les choses. C'est à nous aussi de montrer un peu l'exemple en la matière, mais c'est bien quand même de pouvoir diffuser nos informations pour annoncer les concerts, les vœux ou autre chose. Donc voilà. Donc moi je suis favorable à ce que les uns et les autres puissent apporter un peu leur pierre à l'édifice, si j'ose dire. Oui, non, on ne doit pas. Bon. On fera. C'était déjà avant, le RFP et l'avant n'autorisaient pas au-dessus de 12 mètres. Et puis enfin, là, on est évidemment dans les orientations. On n'a pas encore arrêté le document final. Pour l'éclairage, en atelier, il a été parlé de l'extinction des feux. Il a été parlé, je ne sais pas ce qui sera décidé, l'extinction des publicités lumineuses à minuit pour respecter comme éclairage public la coupure. Et il a été question aussi d'interdire tout ce qui est éclairage LED, qui est particulièrement agressif. Voilà. Donc il va interdire la fermeture à minuit en principe. Je ne sais pas si ça sera accepté, mais également l'éclairage LED serait interdit parce qu'il est assez agressif. Merci, Madame. C'est pour participer au débat. Page 120, il est même dit fixer une plage d'extinction des enseignes lumineuses sur les horaires de fermeture des commerces. Donc c'est même plus restrictif que minuit. Ça sera la fermeture. Enfin, ce qui a été proposé dans toutes les communes, ce n'est pas la fermeture des commerces, c'est la fermeture de l'éclairage public en même temps. Parce que là, c'est pas non plus hyper contraignant, ce qui est proposé ici. On n'évoque pas, par exemple, les arrêts de bus, les publicités qui peuvent être aux arrêts de bus. Et c'est pas seulement, tout à l'heure vous disiez esthétique, c'est pas seulement esthétique, c'est vraiment pour favoriser la qualité de vie. Éviter Il n'est pas question d'interdire aux acteurs économiques de faire de la publicité. Non, mais au moins d'encadrer davantage. Dans les arrêts de bus, ça a été posé, ils ont dit qu'il y aura de la publicité. La métropole. Je vous le dis clairement, ça a été...
Il n'est pas du tout... Il n'y a pas de dire c'est contraignant, ça me gêne. Non, c'est autorisé. Alors, il y a des gens qui sont intéressés, hein, les acteurs économiques ont besoin de ça aussi pour vivre. Hein. Ah bien sûr, là il n'est pas du tout question de ça, mais peut-être aussi, toujours sur les contraintes, il n'y a rien non plus sur les établissements scolaires et les abords des établissements scolaires. Je pense par exemple au collège Michelet, où il y a des panneaux de publicité aux abords de l'établissement. Peut-être que ça aussi, ça pourrait être limité. C'est pas forcément utile, c'est pas... Les collégiens ne sont pas des acteurs économiques majeurs. Ça a été discuté effectivement. Nous, pour Billorel, on a parlé aussi du cimetière, puisqu'il y a un risque au cimetière d'affichage de panneaux. Les ateliers, la métropole, les gens de la métropole en ont pris compte. Je pense qu'ils en tiendront compte parce que toutes les communes réclamaient des choses dans les forêts, mettons au parc de l'Argilière, je vois aucune raison d'en mettre de publicité, il y a des endroits, maintenant on verra exactement quand on aura le détail de la proposition ce qu'ils ont effectivement retenu. Mais pour l'instant, ce n'est que des propositions. Hein. Bon, je ne sais pas si les morts seront très gênés par la publicité, mais c'est autre chose. Quand on passe, ça peut en faire pas mal. Il y a tout l'endroit là qui peut être intéressant avec la circulation. Oui, normalement, il ne faut pas que ça gêne la circulation justement et que ça vienne empêcher la visibilité, notamment au niveau des carrefours. Ça, c'est la réglementation routière, ça n'a rien à voir. Merci, mais je retiens effectivement qu'aux abords des écoles, il faudra qu'on soit vigilant, qu'on puisse regarder au moment de la rédaction du règlement, notamment, hein, puisque là, encore une fois, on est dans les orientations. Annick Benoît, oui. Moi, j'ai vu aussi passer comme type d'information, essayer de supprimer les parcours numériques. Quand vous avez des panneaux qui affichent un certain nombre de choses, de publicité, etc., qui tournent, ça met en danger la concentration des véhicules et des conducteurs, et ça peut être dangereux. Dans les carrefours, il faut absolument que ce soit une publicité fixe et non pas une publicité tournante. Roulante. D'après ce que... Bandeau roulant. Ouais. Bon, et puis effectivement, le périmètre de protection est pour des établissements scolaires. Et puis, je pense que ça sera retenu par la métropole pour le scolaire. Bon, ce que je suis moins sûr, c'est certaines dispositions là. Il y a aussi la slide sur permettre une expression événementielle, culturelle et citoyenne et associative qui reste qualitative, en permettant une promotion intégrée qualitative des événements, activités du territoire. Par rapport à ça, on sait tous que les associations ont parfois de tout petits moyens, donc ça se transforme en flyer sur la voie publique. Les associations font attention de bien les mettre et bien les retirer. Mais effectivement, cette intégration qualitative, il ne faudrait pas que ça mette des procédures en plus pour ces associations qui ont des petits moyens. Pour mettre des bâtons dans les roues en matière de communication de leurs événements, c'est quand même le nerf de la guerre, le nerf parfois financier des associations. Donc là, effectivement, il y aurait un point de vigilance sur ces choses-là, peut-être avec un peu plus de souplesse sur les flyers, sauf bien sûr ceux du cirque Sénéca. Pour lequel Billorel est le souffre-douleur. Pas que, puisque aujourd'hui il est à Grand-Quevilly. J'ai le maire de Grand-Quevilly qui m'appelle à chaque coup, alors je sais qu'il tourne. Voilà, mais c'est vrai que c'est assez désagréable. D'ailleurs, on a encouragé du coup, même si ils l'ont pas fait de gaieté de cœur, mais enfin notre police municipale a retiré les panneaux qui étaient quand même sur tous les candélabres de la commune. Bref, mais vous avez raison, on peut permettre parfois pour annoncer un loto ou quelque chose comme ça pour une association, quelques panneaux, mais avec l'obligation de les retirer dès que la manifestation est terminée, plutôt que de les laisser traîner. Et puis, ça je dirais que ça a un caractère très exceptionnel pour encourager l'association en tant que telle. Mais en tout cas, ce ne sont pas des panneaux permanents. Après, c'est vrai qu'on a des fois aussi un peu de réflexion sur l'affichage libre également, hein, qu'on peut maintenir. Là, on est plutôt côté mobilier urbain. Mais sur l'affichage libre, vous avez vu sûrement qu'on a retiré celui qui était à côté de la mairie. C'est vrai que c'est pas toujours très propre et il faut du personnel aussi pour le nettoyer régulièrement. Bon, ça permet parfois d'avoir une affiche géante de Jean-Luc Mélenchon, mais enfin, pas forcément
ce qu'on souhaite. Donc voilà, donc il faut aussi, certes, qu'on regarde cela pour qu'il y ait une cohérence et puis que finalement on puisse ne pas se sentir agressé quand on circule sur la commune par ce genre de panneaux publicitaires qui malgré tout obstruent un peu la vue et polluent le visuel, je dirais. Donc comme on se veut être une commune attractive, l'une des plus belles de la métropole, il faut aussi qu'on aille jusqu'au bout avec la publicité. Voilà, avez-vous d'autres remarques, d'autres questions, des commentaires à faire? Donc on n'a pas de vote particulièrement sur cette question-là, hein, donc on reprendra évidemment ce débat lorsque nous aurons le règlement, cette fois-ci, qui sera un peu plus rédigé. Je vous propose de passer à la délibération suivante. On est cette fois-ci dans la fiscalité et je cède à nouveau la parole à Olivier Marical. Oui, alors il s'agit d'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties en faveur des logements économes en énergie. Alors, afin d'améliorer la qualité énergétique des habitations, de réduire les dépenses d'énergie et de lutter contre le changement climatique, la municipalité souhaite mettre en place une exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties en faveur des logements économes en énergie. Alors, on peut se poser la question pourquoi une exonération qui est partielle, mais qui vient en plus quand même des diverses aides d'État actuellement en cours. C'est première chose pour inciter les propriétaires à investir dans les économies d'énergie. Et nous avons constaté à Biorel quand même que nous avons un habitat assez vieillissant qui a besoin d'un coup de jeune, comme on dit. Alors, nous espérons que cette aide boostera l'investissement. Les coûts actuels de l'énergie pouvant pousser à ces investissements. Voilà. Alors, l'exonération, là, pour l'instant, porte sur les logements achetés avant le 1er janvier 89. L'exonération de taxes foncières s'applique aux logements qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes. Avoir fait l'objet par le propriétaire de dépenses d'équipement en faveur des économies d'énergie ou de développement durable. Le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'exonération doit être supérieur à 10 000 euros TTC par logement ou 15 000 euros au cours des 3 années qui précèdent cette année. Alors en clair, si vous avez réalisé 10 000 euros d'économie d'énergie ou 10 000 euros ou plus sur 2022, vous avez droit à travaux d'économie d'énergie, vous avez droit à la réduction de votre taxe foncière pour 2023, pas pour 2022, pour 2023. Et si vous avez réalisé 15 000 euros de travaux durant les périodes 2020, 2021 ou 2022, vous avez également droit à l'exonération. Alors c'est une exonération qui s'applique pour une durée de 3 ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses. Bien, alors on pourrait évidemment se poser la question pourquoi on a pris les logements achevés avant le 1er janvier 89 et pas les autres. Tout le monde se la pose. C'est quand même... Peut-être. Non, c'est très simple, hein, parce qu'à l'instant présent, c'est la seule exonération que nous pouvons appliquer. Hein. Pour les logements postérieurs au 1er janvier 89, la norme de référence qui était indiquée dans le décret d'application ministériel pour l'exonération est totalement obsolète. Elle est plus court. Donc, nous avons fait une demande à la DGFiP, c'est monté à la DRFiP, et maintenant c'est au ministère de l'Intérieur pour savoir quelles normes on doit appliquer. Pour l'instant, nous n'avons strictement aucune réponse de la part du ministère de l'Intérieur. Donc, sitôt que nous aurons la réponse du ministère de l'Intérieur, on fera une délibération pour les logements après. Bon, ceci dit, j'espère qu'elle arrivera quand même avant le 29 septembre, sinon pour 2023, c'est foutu. Voilà. Mais bon, voilà pourquoi. Alors, au regard du rapport qui précède, je vous propose d'adopter la délibération transmise. Avez-vous des questions ou des observations ? Voilà, donc effectivement, on souhaite inciter les citoyens à participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est une incitation intéressante pour certains. Annick Bonneau, oui. Si j'ai bien compris, c'est un allègement de la taxe foncière, la partie communale.
Oui, non, mais c'est pas la taxe foncière globale qui sera payée par les personnes. Ben si. Il n'y a plus de part départementale sur la taxe foncière. Non. D'accord, ok. Donc c'est bien sur la taxe foncière. C'est sur la... Bon, d'accord. J'étais persuadée qu'on avait encore les morceaux. Non. Bon. Exonération totale ? Non, c'est une exonération de 50%. C'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà pas mal quand même. C'est quand même beaucoup, oui. C'est pas forcément les habitations qui sont le plus taxées, puisqu'elles sont plus anciennes, elles sont certainement encore avec des valeurs locatives. Peut-être, mais c'est aussi celles qui sont les plus énergivores. Non, mais c'est pour réaliser des économies d'énergie, hein. C'est pas pour faire du social, hein. C'est pour faire, et ça, ce sont des habitations, vous le savez aussi bien que moi, dans nos quartiers, hein, qui ont besoin de faire des économies d'énergie, que ce soit par l'isolation du toit et par l'extérieur, puisque là, eux, chez eux. Le changement de fenêtre en fait partie. La chaudière, le changement de fenêtre, l'isolation extérieure, les toits, tout ce qu'on veut. Voilà, je vais mettre donc aux voix cette délibération qui prévoit donc cette exonération. Qui est contre, qui s'abstient, donc elle est adoptée à l'unanimité. On passe au point suivant qui porte sur une attribution de subvention exceptionnelle à l'association sportive du Collège Michelet. On va évidemment se féliciter de champion de France. Et je cède la parole à Olivier Marical. Bon, comme vient de le dire Monsieur le maire, c'est une attribution exceptionnelle à l'association sportive du Collège Michelet. Ce n'est pas pour son résultat au championnat de France, c'est simplement pour l'aider. Quel que soit le résultat, on l'aura aidé. Mais la ville de Billorel, on a eu une demande du Collège Michelet qui nous a dit qu'ils en avaient pour 1 300 € de frais de déplacement, puisque c'était à Rodez, hein, je vous le rappelle. Et donc, on a décidé de proposer une subvention de 50% de la dépense estimée, donc 650 €. Voilà. Et quand même, bravo d'avoir terminé champion de France. Donc, alors, je vous propose d'adopter la délibération suivante. Monique Dubec, oui. Oui, bravo. On peut être que fier de l'équipe du collège et des Biorélais basket, effectivement, puisqu'il y avait... des participants aussi de l'association GCOB Basket. Et je voulais juste poser la question, puisque suite à la dernière AG du GCOB, il était resté en suspens. Les comptes avaient été validés par le commissaire aux comptes, avec une réserve pour les comptes du GCOB Basket. Et vous avez repris au niveau de la mairie tout ce dossier, et je voulais savoir si vous aviez avancé, où vous en étiez. Oui, alors, c'est un raccourci de dire qu'on a repris le dossier. En fait, on a demandé à l'Omnisport un certain nombre d'informations, de données qui nous permettront de faire un peu de médiation, c'est-à-dire quelles sont les subventions qui avaient été fléchées pour le basket au sein même de l'Omnisport, pour pouvoir ensuite dire au club Omnisport, eh bien, ces subventions qui avaient été fléchées doivent effectivement, dans le cadre de la sortie du basket du GCOB comme un club aujourd'hui, une association à part entière, eh bien, de pouvoir transférer cette subvention au club de basket. Donc, à l'heure actuelle, il y a un rapprochement, mais qui ne donne pas satisfaction ni à l'une partie ni à l'autre partie. Donc c'est la raison pour laquelle on a évidemment attendu cette Assemblée générale, les comptes ayant été adoptés, le commissaire aux comptes ayant aujourd'hui validé ses comptes, eh bien, nous allons effectivement essayer de retracer les subventions qui avaient été fléchées pour simplement faire en sorte que les choses soient aplanies et qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Voilà. Donc on n'a pas repris le dossier en tant que tel, mais on a demandé suffisamment d'informations pour tenter de retrouver ce qui a été fléché. Donc qui est contre cette subvention exceptionnelle? Qui s'abstient? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Et puis à nouveau une subvention exceptionnelle, mais cette fois-ci c'est pour le gala de danse de CCL. Nathalie Lecordier nous représentait, peut-être d'autres autour de la table.
Olivier Marical. Oui, alors par délibération annuelle, une subvention est accordée à CCL de 45 000 euros pour l'année 2022, dans le cadre de la convention d'objectifs et de financement conclue. Cette année, l'association organise un gala de danse le 25 et le 26 juin. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est tous les 2 ans, le CCL organise un gala de danse. Alors c'est quand même une très grosse manifestation et nous n'avons pas à Billorel les installations nécessaires pour présenter correctement cette manifestation. Donc il loue une salle de théâtre, c'est le Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc effectivement, ça coûte quand même assez cher la location. Donc à chaque gala, il nous demande une subvention exceptionnelle de 2 000 euros, d'ailleurs qui ne bouge pas. Moi, depuis que je suis aux finances, c'est toujours 2 000 euros, qui permettra de participer à la location de la salle. Voilà. Donc, afin d'encourager les projets et les développements, il est proposé de participer aux dépenses engagées pour la circonstance. Donc, ce présent a été exposé en commission des finances le 27 juin, qui a émis un avis favorable. Donc, je vous propose d'adopter la délibération transmise. Avez-vous des questions ou des observations ? Voilà, donc c'est un gala qui se tient tous les 2 ans. Et puis, il était particulièrement émouvant, ce dernier gala, puisque c'était la dernière de Luc Martin, donc l'emblématique professeur de danse classique de Billorel. Donc, c'était son dernier gala en tant que tel. Après 26 ans, oui, passé donc, comme salarié donc, de cette association. Donc voilà, donc on lui souhaite une belle retraite, en tout cas, Luc. Donc, qui est contre cette subvention exceptionnelle, qui s'abstient? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Et puis enfin une subvention exceptionnelle également donc aux aînés. Olivier Marical. Oui. Alors il s'agit d'une subvention exceptionnelle aussi pour l'association Les Aînés du Billoro Club. Alors l'association billoralaise Les Aînés du Billoro Club est une association à vocation sociale. Dans le cadre de son activité, cette dernière a fait appel à un organisme au dernier trimestre 2021 afin de proposer des prestations de type atelier et animation aux seniors. Force est de constater que les activités proposées aux adhérents du Billoro Club n'étaient pas adaptées à des seniors autonomes et que le coût de cette expérimentation restait relativement élevé pour ce type de prestations. Le Billoro Club ne souhaite plus faire appel à cet organisme. Il a arrêté d'ailleurs de travailler avec lui. Sollicité, la ville accepte de verser une subvention exceptionnelle à l'association à hauteur de 3 000 euros afin de l'aider à prendre en charge cette dépense et de pouvoir continuer ses activités normalement, puisque la subvention de 3 000 euros que l'on versait pour 2022 dans le cadre du budget a bien sûr été mangée par la facturation de Fabala. Voilà. Donc j'ai regardé un peu, puisque j'avais une question de la commission des finances, les activités qui étaient prévues jusqu'en décembre 2022. Donc qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des buffets froids au foyer. Il y a une sortie spectacle à Paris pour 57 personnes. Il y a les après-midi loto au Petit Lido. Il y a des déjeuners repas à thème. Il y a des soirées Beaujolais au foyer Tamarel. 40 personnes, toujours du monde. Une soirée réveillon Saint-Sylvestre. Il y a la galette et tout ça. Donc pour le Billoro Club, faut savoir quand même, pour ses dépenses, c'est quand même achat de 50 goûters par semaine pour ces activités. Ça finance les activités d'animation, parce que pendant toutes ces activités-là, il y a des animations. Et ça fait... voilà ce que ça finance. Pour continuer leur activité, si on a été obligé de redonner 3 000 euros en fait, au Billoro Club. Voilà, c'est effectivement les Billoro, une association qui anime des personnes âgées souvent isolées, donc qui met en place un certain nombre d'animations que nous pourrions faire au sein de la ville, mais puisque des bénévoles sont prêts à le faire dans un cadre associatif, donc eh bien, on voit qu'ils ont un programme bien chargé pour nos personnes âgées. Donc voilà, donc il ne s'agissait pas de mettre en difficulté cette association. Et donc, il vous est proposé donc, cette subvention exceptionnelle. On a tenté quelque chose qui, on avait dit qu'on testerait. Bon, n'a pas forcément été
une volonté des personnes âgées qui ont souhaité revenir à une autre forme d'animation. Donc on a bien sûr stoppé, je dirais, cette coopération, mais la facturation ayant été prise en charge par l'association exceptionnellement, eh bien, je vous propose de la reprendre au niveau de la subvention exceptionnelle. Voilà, avez-vous des commentaires, des remarques ou autres? Annick Bonneau, oui. Oui, enfin, je voudrais refaire un petit peu l'histoire. Avant, l'animation pour les seniors était faite par le comité d'entraide, si je me souviens bien. Et le comité d'entraide, effectivement, a décidé de ne plus s'en occuper. Et c'est donc les aînés du Bioro Club qui ont repris ce type d'activité. Ce qui a expliqué aussi de la part de la commune une augmentation substantielle de la subvention qui leur a été versée. C'est-à-dire qu'il leur avait été versé, effectivement, une subvention de 3 000 €. Là, vous nous parlez tout à l'heure de toutes les activités qui ont eu lieu. C'est pas les activités qui ont lieu. Apparemment, c'est pas ça qui posait problème. Ce qui pose problème, c'est un prestataire qui est intervenu pour faire de l'animation. Et apparemment, le contrat qui a été passé était un contrat qui engageait des sommes importantes, puisqu'apparemment, on leur a versé, ça a coûté à l'association 3 600 €. Là, en fin de compte, vous permettez d'effacer complètement une décision qui était peut-être pas très opportune. C'est pas forcément une bonne chose que de montrer aux autres associations qui peuvent engager des dépenses et que si les dépenses ne leur plaisent pas, on puisse le compenser directement sur le budget de la commune. Ce sont les risques de prêter aux associations, de subventionner des associations. C'est le risque principal. Ça serait pareil au GCOB. Si le président du GCOB dépensait, comment vous feriez? Vous laisserez tomber le GCOB? Je ne leur donnerai pas la totalité de ce qu'ils ont perdu. Mais là, c'est 3 000. Ça va pas, faut pas. C'est le montant. C'est-à-dire qu'on leur donne 2 subventions dans l'année. Oui, mais là, c'est exceptionnel. L'année prochaine, on reprendra les habitudes normales. Donc là, si vous préférez, c'est tout. Mais en fait, sachez que si CCL était en déficit, il saurait taper à notre porte. Hein. Non, mais croyez-le bien. Et qu'est-ce que l'on ferait? On ferait exactement ce que vous venez de dire. Hein. En fait, l'association Les Bioraux a été, je dirais, très fortement incitée par la ville à tester cette Fabala. Oui. Oui, c'est plutôt la ville qui les a... Ils n'étaient pas demandeurs, en fait. L'association n'était pas demandeur en tant que telle. Ils ont accepté parce que ça pouvait aussi marcher. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais ça aurait pu aussi marcher. Là où, évidemment, puisque nous les avons incités fortement, mais nous ne sommes pas rentrés, du coup, dans la négociation non plus, entre les deux structures. On aurait dû le faire, peut-être, à ce moment-là. L'essentiel, c'était de se dire, est-ce que les anciens veulent continuer? Non, ils ne veulent pas continuer, donc on s'arrête ici. Mais comme c'est nous, quand même, qui les avons incités à passer par cette solution-là, on se sentait aussi un peu moralement engagé, je dirais, par rapport à l'association. Donc c'est la raison pour laquelle on vous propose cette subvention exceptionnelle. Mais ça n'est pas l'association Les Bioraux qui serait dit, tiens, on va passer par cette association, et puis aujourd'hui que ça ne marche pas, on se tourne vers la ville pour qu'elle finance la facture. Ce n'est pas tout à fait la manière dont les choses se sont passées, honnêtement. C'est plutôt nous qui avons encouragé Les Bioraux. En lisant la délibération, c'est quand même ce qu'on pouvait penser. Peut-être, c'est pour ça que je le rectifie donc, de cette manière-là. Je vais donc mettre aux voix cette délibération, donc qui est contre cette subvention exceptionnelle, qui s'abstient, donc 6 abstentions, donc elle est adoptée. Merci, je crois que nous arrivons au bout de l'ordre du jour, donc merci de votre participation. Puis il me reste, Annick Bonneau veut dire quelques mots aussi? Oui, juste c'est pas forcément pour plaisanter, mais pour essayer d'agrémenter un petit peu le budget et les recettes de la commune, est-ce que vous pouvez rajouter une ligne sur la tarification de l'utilisation des espaces publics? Éventuellement pour l'utilisation d'espaces publics que sont les trottoirs par les haies qui ne sont pas entretenus.
Non, mais il va falloir vraiment faire quelque chose. On compte un petit peu sur le service communication. Il faut absolument faire passer une communication au moment de l'automne en incitant les personnes à tailler leurs haies, entretenir et tailler, pas tondre, et que leur rappeler que dans la mesure où c'est fait par une entreprise spécialisée de la commune, par exemple, c'est du service à la personne et ça permet d'avoir un allègement fiscal. On a un crédit d'impôt qui correspond à la moitié de la facture. Et ça nous permettrait quand même de marcher sur les trottoirs. J'en ai bénéficié, Annick Bonneau. Mais c'est vrai que ça, c'est un sujet important. On le répète régulièrement. On fait ce type de communication, mais vous avez raison, il faut le refaire. Moi, je me tourne notamment aussi vers Catherine Recher, qui connaît bien le sujet aussi. Il faut évidemment embêter un peu les habitants pour tailler leurs haies, puisque les trottoirs doivent être libérés, mais il ne faut pas les inciter à passer par des palissades ou des choses qui sont plus affreuses qu'une haie, pour se dire comme ça on n'aura plus à entretenir notre haie, et puis de voir dans les rues finalement le long uniquement des choses qui ne sont pas toujours très, même s'ils sont ajourés ou autres, mais qui donnent moins d'attrait, je dirais, que la haie en tant que telle. Du coup, certains les arrachent et puis mettent des choses qui ne sont pas forcément très, très intéressantes. Donc certes, il faut les inciter à cela, mais il ne faut pas trop les inciter à retirer leur haie. Madame Eragne. Oui, une dernière question sur... qui concerne peut-être le groupement d'achat de matériel pédagogique, éducatif, de loisirs, dont vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Marical. J'aurais voulu savoir si on prévoyait, mais peut-être qu'on n'a pas la réponse tout de suite, de prêter, par exemple, des instruments de musique aux élèves biorélais. Voilà. Est-ce que c'est une piste comme ça se fait dans d'autres communes? Mais c'est une question pour plus tard. Ça concerne pas les finances, ça c'est plutôt l'éducation. Enfin, l'éducation et la culture aussi. Donc, c'est vrai que ce sont des choses que nous pouvons discuter avec l'école de musique intercommunale, Bois-Guillaume, Biorel, Isnoville. Il faut. Alors, pour l'instant, il y a. Ouais. Pour l'instant, on n'est pas sollicité en tant que tel. Après, c'est vrai que si nous le faisions, nous préférions peut-être le faire par l'intermédiaire de l'association qu'est l'école de musique, plutôt. D'ailleurs, vous avez vu que depuis quelques années, je crois que ça fait 3 ans maintenant, on verse une subvention d'investissement fléchée sur des achats d'instruments de musique, justement, qui, pour le coup, pourraient être prêtés aussi éventuellement à des personnes ou des familles qui le demanderaient. Donc voilà, pour l'instant, nous n'avons pas été sollicités, mais si nous l'étions, évidemment, nous pourrions en discuter dans le cadre de notre convention que nous avons contractée avec l'école de musique, notamment. Ça se ferait dans ce cadre-là, je pense. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, je vais clore ce conseil municipal en vous souhaitant d'excellentes vacances. Reposez-vous tous et nous revenons tous en forme à partir de la rentrée avec les journées associatives qu'organise Marie Chaillet. Et puis, si vous êtes disponible, il y a également la réunion publique demain soir. Je sais que certains seront présents. Merci et bonne soirée à tous.